Aussitôt après le départ de l'avoué, avec qui il avait discuté la situation du point de vue technique, le directeur avait demandé à Lucas de passer le voir. « Je crois que votre monsieur Bouvet est identifié, » lui annonça-t-il. « Ou je me trompe fort, ou c'est bien sa sœur qui se trouvait dans mon bureau tout à l'heure. » Puis, quand il eut raconté l'entretien à l'inspecteur, « Il va falloir nous mettre en rapport avec Roubaix. Il ne suffit évidemment pas qu'une vieille dame vienne nous déclarer, en désignant une photographie, « Ceci est mon frère, que je n'ai pas vu depuis 1897. » Il avait d'ailleurs la même cicatrice à la jambe droite. « 73 ans, » soupira Lucas. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Rien. Je vais téléphoner à la brigade mobile de Lille de rechercher, à Roubaix et dans la région, tous les vieillards ayant pu, jadis, jouer aux billes avec le jeune Lamblot. Il est possible que le collège conserve les listes des anciens élèves, et ça aidera. De mon côté, j'irai jeter un coup d'œil au registre de l'école de droit, et trouverai sans doute quelque vieil avocat ou notaire qui a fait des études en même temps que notre homme. En somme, son âge simplifie les choses. Pas besoin de chercher en dessous de 75 ans. Mettons 72, et dans ces eaux-là, les gens se raréfient. Cela ne nous donnera pas encore d'indication sur ce qu'il a pu faire depuis l'âge de 23 ou 24 ans, âge auquel il semble avoir quitté Paris, jusqu'à celui de 45 ans où, devenu Samuel March et possesseur d'une fortune importante, il se marie à Panama. Vous croyez que la vieille dame de tout à l'heure est sincère ? J'en suis persuadé, mais elle peut se tromper. Je serais surpris s'il n'y en avait pas, dans les jours qui suivent, quelques autres pour le reconnaître. Du moment que les journaux ont parlé des pièces d'or, vous vous souvenez de l'amnésique qui avait 100 000 francs dans son portefeuille ? Ce n'était que 100 000 francs. 5 femmes se le sont férocement disputées. Je ne pense pas que ce soit le cas de Madame Lair. Peut-être le cambriolage fournira-t-il une indication. J'en doute. J'ai passé toute la matinée là-dessus et je ne suis pas plus avancé qu'en commençant. Savez-vous quelle impression je finis par avoir ? C'est que ce travail-là ressemble à un travail qui aurait été fait par la rue des Saussaies. Monsieur Guillaume sourit. Il y avait une vieille rivalité, pour ne pas dire davantage, entre la police judiciaire et la rue des Saussaies, c'est-à-dire la Sûreté nationale. Il est vrai que les gens de la rue des Saussaies n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux du quai des Orfèvres. Ils avaient à s'occuper davantage d'affaires politiques. Il était question, parfois, d'un député ou d'un sénateur cambriolé, et les gens du métier savaient ce que cela voulait dire. Comprenez-moi bien, patron, c'est du travail de professionnel. D'un côté, l'homme a pris ses précautions pour ne laisser aucune trace permettant de l'identifier. Un cambrioleur aurait fait la même chose, mais un cambrioleur n'aurait sans doute pas négligé les pièces d'or. D'autre part, on ne s'est pas soucié d'empêcher que cette visite nocturne soit connue, ce qui aurait été facile. Remarquez que ce n'est qu'une impression, une intuition. Ce serait drôle, non ? Ce n'est certainement pas le clochard qui a pénétré dans la maison. Il n'aurait pas eu de quoi se payer les gants de caoutchouc qui ont été utilisés, et qu'on m'a rapportés tout à l'heure. Un gamin les a retrouvés sur le quai, à 150 mètres de la maison. Je ne vois pas non plus Mrs. March faire preuve d'assez de sang-froid pour accomplir cette besogne. J'ai pensé à sa fille, à son gendre. Quelle est la profession de son gendre ? Marchand de tableaux. Ce serait peut-être le seul suspect possible. Le couple vit largement, tout en tirant le diable par la queue. Ils ont, quai de Passy, un appartement moderne dont les meubles ne sont pas payés. Ils sont de 2 ans en retard pour leurs impôts. Ils doivent de l'argent partout, mangent le plus souvent dans les restaurants des Champs-Élysées et passent leur nuit dans les cabarets. Vous connaissez ça ? Oui. La galerie n'a aucun peintre attitré. Il ne possède que de vieux tableaux plus ou moins authentiques. Pas de toile de maître importante, mais des ébauches, des croquis, des pièces non signées et douteuses. Depuis 3 ans, ils attendent la fortune d'un jour à l'autre, car ils ont déniché un Rembrandt inconnu, et toute leur activité, tous leurs espoirs tournent autour de cette toile-là. Je ne sais pas d'où elle sort, ni à qui elle appartient au juste. D'abord, il leur a fallu la faire authentifier par des experts, et cela a pris des mois. Ils ont fini par en découvrir 2, qui ont accepté de reconnaître la toile pour un Rembrandt, mais ce sont des experts de seconde zone. Maintenant, ils courent après l'acheteur. C'est pour ça qu'ils sortent tant, surtout dans les endroits où ils ont des chances de rencontrer un millionnaire américain.
Ils ont envoyé des photographies du tableau à New York, à Boston, à Chicago. Il paraît que je ne sais quel musée de là-bas serait décidé à le leur racheter pour 100 ou 200 000 $, si 3 des plus grands experts américains se mettaient d'accord sur son authenticité. Comme je vous l'ai dit, ça dure depuis 3 ans. Il y a 3 ans, en quelque sorte, qu'ils en vivent, qu'ils s'attendent toujours à réussir la semaine suivante. Un des experts est passé par Paris et n'a dit ni oui ni non. L'autre doit arriver à Bruxelles dans quelques jours. Remarquez qu'en outre, l'affaire ne doit pas s'ébruiter, car le gouvernement ne laisserait pas sortir le tableau de France. Ça m'a amené à penser que le mari, Franck Gervais, était peut-être un homme à s'introduire dans un appartement avec des gants de caoutchouc. Seulement, au point où ils en sont, il n'aurait certainement pas résisté à l'attrait des pièces d'or. À moins qu'il n'ait été sûr de voir sa femme en hériter. Je sais. J'y ai pensé. De toute façon, ce n'est pas lui, car le jeune Marette a vérifié son emploi du temps. Il n'a pas pu être quai de la Tournelle cette nuit-là. Votre vieille dame n'a pas dû y être non plus, et il nous reste la vieille de Monsieur Beaupère. Il l'a trouvée. Pas encore. Il la trouvera. Et d'autres viendront d'elles-mêmes, et je devrais partir en vacances dans 3 jours. Si ce maudit étudiant n'avait pas été amateur de photographie, vous n'avez pas l'impression, vous, que ce Bouvet, ou Lamblot, appelez-le comme vous voudrez, a passé sa vie à se moquer du monde? Lucas allait sortir. Bougon, peut-être pas si fâché, au fond, qu'il s'amusait à en prendre l'air, quand la sonnerie du téléphone retentit. « Allô ? C'est moi, oui. » Il attendit, près de la porte, la fin de la conversation du patron. « Vous êtes sûr ? En quelle année ? 1897. Parbleu. Voyez au sommier. Faites-moi déjà descendre la fiche. » Quand il raccrocha, il regarda Lucas d'un œil malicieux. Ils ont fait le boulot habituel là-haut, car ils ne savent pas au juste de quoi il s'agit. Puisqu'on leur avait donné un corps, ils l'avaient soumis à toutes les épreuves de routine. Or, contre toute attente, les empreintes digitales avaient donné des résultats. Sa fiche existe dans nos dossiers depuis 1897. C'est même une des plus anciennes, et il y a beaucoup de chances pour que les empreintes aient été prises par Bertillon en personne. Ils n'attendirent pas longtemps. Un employé leur apporta une fiche sur laquelle on voyait 3 empreintes digitales assez peu nettes, et M. Guillaume retourna immédiatement, anxieux de lire ce qu'il y avait au dos. Affaire Mancelli, 28 février 1897. Empreinte relevée sur le couteau ayant servi au meurtre. L'arme a été déposée au greffe. Il n'y avait personne, dans la maison, pour se souvenir de l'affaire Mancelli. Ceux qui avaient pu la connaître étaient morts depuis longtemps, ou à la retraite. Cette fiche-là était d'ailleurs assez émouvante, car elle était d'un format qu'on n'employait plus depuis longtemps. Et, comme M. Guillaume l'avait dit, il y avait des chances pour qu'elle ait été rédigée par Bertillon lui-même, alors qu'on venait de lui confier le service de l'identité judiciaire. Le téléphone, à nouveau. « Allô ? Oui. Vous êtes sûr ? Je vous remercie. »« Dommage, » dit-il à Lucas. « Il a dû exister un dossier Mancelli, mais il ne se trouve pas au sommier. Je vais envoyer quelqu'un au palais de justice. Ils mettront 8 jours à fouiller les greniers. Je crois que vous seriez plus vite renseigné en allant feuilleter la collection d'un des journaux de l'époque. » Il sourit à une pensée soudaine. « Je me demande quelle va être l'attitude des femmes, à présent. Madame Lair doit encore se trouver quai de la Tournelle, sans se douter que le frère, qu'elle vient de reconnaître si joyeusement, a laissé jadis ses empreintes sur un couteau et a été recherché par la police. » Elle était là-bas, en effet, en compagnie de l'inspecteur qu'elle avait tout de suite mise à son aise. C'était elle qui avait frappé à la loge de Madame Jeanne et lui avait adressé un gracieux sourire teinté de mélancolie. « Je vous demande pardon de vous déranger. » Le mot n'était pas de trop, car elle interrompait une scène de ménage dans laquelle Ferdinand, qui ne dessoulait pas depuis 2 jours, avait évidemment le dessous. « Je suis la sœur de votre locataire, et sachant ce que vous avez été pour lui, j'aimerais avoir un entretien avec vous. J'ai pensé que vous accepteriez de monter avec moi dans l'appartement dont l'inspecteur va nous ouvrir la porte. » La concierge avait fermé le rideau de l'alcôve dans laquelle elle avait forcé Ferdinand à se recoucher,
avait pris le temps de passer un tablier propre, puis elle avait fermé à clé la porte de la loge, emportant la clé avec elle. Elle se méfiait encore un peu, mais celle-ci ne ressemblait pas à l'américaine impétueuse, et, selon son expression, elle lui parlait comme à une personne humaine. « Voulez-vous que je vous montre le chemin ?» Cela ne la choquait pas que M. Bouvet soit le frère d'une femme comme Madame Lair, et même, au fond, ce n'était pas sans la flatter. « Vous allez malheureusement trouver du désordre là-haut, car ces messieurs ne m'ont pas permis de faire le ménage. Si vous saviez le crève-cœur que ça a été pour moi de le voir partir. Peut-être à présent qu'on sait qui il est, nous le rendra-t-on. Vous allez faire quelque chose, n'est-ce pas ?» L'inspecteur suivait, silencieux, comprenant qu'elles étaient entre femmes et qu'il n'avait pas à intervenir, que le mieux était de s'effacer dans la mesure du possible. Il retira délicatement les scellés de la porte et resta près de celle-ci, sans entrer plus avant dans le logement où le soleil pénétrait à flots. C'était si coquet la semaine dernière encore. Mais dites-moi, vous êtes sûr de l'avoir reconnu? J'en suis certaine. Il y a longtemps que je ne l'ai vu. Mais les physionomies ne changent pas autant qu'on le croit, et je me souviens si nettement de la cicatrice. Je l'ai vu aussi, car quand il a été malade, l'année dernière, c'est moi qui l'ai soigné, et je le lavais chaque matin. Il devait vous aimer beaucoup. Lucas s'était fait conduire en taxi dans les bureaux d'un grand journal du boulevard Poissonnière. Quand il demanda à voir les collections, on le conduisit dans une pièce tapissée d'immenses reliures noires. Mais il s'aperçut vite que celle-ci ne contenait que les journaux datant de 1900 ou plus récents. On dut déranger un secrétaire, et cela prit du temps. On ne trouvait pas certaines clés. On l'emmenait enfin, par un escalier en colimaçon qui lui donnait l'impression de circuler dans les coulisses vers une région grise et froide des bâtiments. « Ça doit être ici. Attention à la poussière. » Cela sentait bon le vieux papier, la moisissure, et les journaux, d'un format dont on était déshabitué, étaient pleins d'annonces pour des produits qui n'existaient plus depuis longtemps, mais dont, pour certains, Lucas avait entendu parler dans sa jeunesse. L'administrateur vous demande de faire très attention, car le papier, après tant d'années, est devenu fragile. Je suis d'ailleurs ici pour vous aider. Quelle date avez-vous dit? 28 février 1897. Il n'y avait rien, ce jour-là, qu'une interpellation à la Chambre. On parlait d'un certain Briand et des congrégations. Les faits divers étaient imprimés en très petits caractères, sans titre gras, les uns à la suite des autres, dans la même page que le feuilleton de Pierre de Courcelles. Regardez le journal de la veille. Ils trouvèrent. Le titre, à lui seul, était d'une autre époque. Évoquait un Paris que Lucas n'avait pas connu, mais dont il avait entendu parler par son père et par les aînés de la PJ. Querelle d'Apache. Un certain Pierre Mancelli, sans profession, qui a été condamné à plusieurs reprises pour vagabondage spécial, a reçu un coup de couteau en pleine poitrine, hier, vers minuit, à quelques pas du moulin de la Galette. La scène, rapide, s'est déroulée dans l'obscurité. Autant qu'on en puisse juger par les rares témoignages, Mancelli guettait un couple dont il s'est approché au moment où celui-ci quittait le célèbre établissement. Une brève dispute a éclaté, suivie d'une lutte, et, quand les passants ont pu s'approcher, ils ont trouvé Mancelli un couteau planté dans la poitrine, baignant dans le sang. Il est mort une demi-heure plus tard à l'hôpital sans avoir pu parler. Quant au couple, qui s'est éloigné en courant dans les petites rues de Montmartre, il n'a pas été rejoint, et la police ignore encore son identité. La police se croit à un règlement de compte. L'enquête se poursuit. Il n'y avait rien les jours suivants. L'affaire était peu sensationnelle et n'avait pas fait de bruit. Lucas quitta le journal, et un nouveau taxi le conduisit au commissariat de police du 18e arrondissement,
mais on n'y avait pas gardé les procès-verbaux aussi anciens. Peut-être que le vieux Louette se souviendrait, lui dit-on en plaisantant. Qui est-ce? Il a travaillé 50 ans ici. Il a pris sa retraite il y a seulement 7 ans, et vit toujours dans le quartier, du côté de la rue Lamarque. De temps en temps, quand il souffre d'insomnie, il vient faire une partie de cartes avec les hommes du poste et leur raconte des histoires. Ce sont le plus souvent des histoires dans le genre de celle-là. Il alla rue Lamarque. Il n'y croyait pas, mais il ne voulait rien laisser au hasard. Le vieux Louette vivait toujours, en effet, et avait à peu près l'âge de M. Bouvet. Mais il était parti 8 jours plus tôt pour passer des vacances chez sa fille, à Rambouillet. Les 2 femmes, quai de la Tournelle, avaient fini par oublier la présence de l'inspecteur, qui était entré en conversation, sur le palier, avec le gamin des Sardeaux. Madame Lair avait eu le bon goût de parler la première. « Je crois qu'il était heureux, » lui disait Madame Jeanne. Ce n'était pas ce qu'on appelle un homme gai, vous savez, de ceux qui éprouvent toujours le besoin de raconter des plaisanteries. Mais il ne se tracassait pas. Même sa santé ne le tourmentait pas. Je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi il n'allait pas voir un docteur, et je lui ai recommandé le nôtre, qui est très bon et qui ne prend pas cher. Il m'a répondu qu'il se connaissait mieux que tous les médecins du monde, et qu'il n'était pas inquiet. Quand il a été malade, l'année dernière, j'ai voulu savoir si je ne devais pas prévenir quelqu'un. Personne, m'a-t-il répondu. À quoi bon? Regardez les 3 fauteuils. Ils sont à peu près à leur place. Il tenait à ce qu'ils fussent à leur place, parce que, selon le soleil, il s'asseyait tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Le matin, par exemple, il choisissait celui-ci. Il avait des manies, comme tout le monde, mais qui n'étaient pas bien méchantes. Il était difficile pour le café, et, s'il y en avait une goutte dans la soucoupe, se montrait mécontent. Il était très propre, méticuleux même. Je n'ai jamais vu un homme aussi propre. Il aimait préparer son repas de midi, et quand je montais ensuite, il n'y avait pas une miette de pain par terre. Quant à ces images, il ne vous a jamais parlé de la vie qu'il menait avant de s'installer ici. Non, mais je me rappelle son angoisse quand les Allemands se sont rapprochés de Paris. Il n'avait pas cru qu'ils viendraient jusqu'ici. Pendant tout le temps qu'a duré leur avance, il était dehors du matin au soir. J'ignore où il allait, mais il paraissait mieux renseigné que les journaux. Un matin, vers 11 heures, alors qu'il venait à peine de sortir, il est rentré en hâte et m'a demandé de monter avec lui pour préparer sa valise. Il y avait déjà d'autres locataires de partis. Ça commençait à être la cohue dans les gares. Je ne sais pas si vous étiez à Paris et si vous vous souvenez. Peut-être sans raison, j'ai été surprise, peinée, qu'il s'en aille aussi. J'aurais cru qu'il resterait avec nous. Où allez-vous, monsieur Bouvet? Ils n'oseront pas faire de mal à un homme de votre âge. Il ne m'a pas répondu, et je l'ai vu partir avec sa valise à la main, car il était déjà impossible de trouver un taxi. Pendant toute la guerre, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Il n'a pas envoyé d'argent pour son loyer, mais j'étais tranquille, et je montais de temps en temps pour faire son ménage, car il n'avait emporté que quelques vêtements et du linge. Un matin, un homme qui avait les cheveux plats sur le front et qui portait un gros par-dessus, c'était en hiver, a frappé à la vitre de la loge et m'a demandé si M. Bouvet était chez lui. Je ne sais pas pourquoi je me suis méfié. Il n'avait pas d'accent. Je sentais pourtant que c'était un étranger. Il essayait de me poser des questions, mais je répondais évasivement. Vous savez comment? Elle avait l'air de dire, vous êtes une femme aussi, et donc vous savez comment. Entendant du bruit, elle courut sur le palier, se pencha sur la rampe, cria d'une voix aiguë qu'on ne lui soupçonnait pas. « Qu'est-ce que c'est ?»« Non, ils ne sont pas ici, ils sont en vacances. Quand ils rentreront ? Le 28 septembre. » Elle sourit, en passant, au policier qui s'était assis sur une des marches en compagnie du gamin. Comme par hasard, 3 jours après, il en est venu un autre, mais celui-ci, j'en suis sûr, avait l'accent allemand. Et la semaine suivante, une auto de la commandanture s'est arrêtée devant la maison. Un lieutenant en est descendu avec 3 hommes en uniforme. C'est à peine s'ils m'ont adressé la parole. Ils savaient où ils allaient. Ils sont montés ici tout de suite. Moi, je les suivais. Quand j'ai vu qu'ils allaient défoncer la porte, je leur ai dit que j'avais la clé, et ils ont attendu que j'aille la chercher. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont refermé la porte au nez. Ils sont restés 4 heures dans la pièce,
à faire Dieu sait quoi, car il y avait aussi peu de choses que maintenant. Enfin, le lieutenant est descendu, seul, est entré dans la loge, s'est assis sans y être invité. Il parlait un peu le français. Et s'est mis à me questionner au sujet de M. Bouvet, insistant pour savoir où il était allé. Il répétait tout le temps « Vous savez, madame. Même si je le savais, je ne le dirais pas. C'est très mauvais, madame. » C'était un grand blond, beau garçon, qui avait l'air de porter un corset. Il en a appelé un autre, resté dans l'auto, et s'est mis à fouiller mes tiroirs. On recevait déjà des cartes de zone libre, où plusieurs locataires s'étaient réfugiés. Il les a emportées toutes. Et, vous le croiriez si vous voulez, ils sont revenus 3 fois, comme si cette affaire-là leur causait beaucoup de soucis. Ça me faisait plaisir, au fond, parce que ça me prouvait que M. Bouvet ne les aimait pas. En même temps, j'étais inquiète. Je ne savais pas s'il était parvenu de l'autre côté, et ce n'est que 3 mois après la libération que je l'ai vu descendre, devant la maison, d'un camion qui venait de la Dordogne et qui était plein de réfugiés. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien. Il m'a demandé si son appartement était toujours libre et si je n'avais pas eu trop faim. Et quand vous lui avez parlé des visites des Allemands, il a souri. Ça avait l'air de l'amuser. Il m'a raconté, après, qu'il avait passé les années de la guerre dans une ferme de la Dordogne. Il paraît qu'il les aidait à la culture, et je le crois, car ses mains étaient devenues plus dures, et il portait encore de gros souliers de cultivateur. Il m'a parlé souvent de la fermière, même que j'étais un peu jalouse. Dites-moi, je suppose maintenant qu'on va nous le rendre, puisque c'est votre frère, et ils n'ont plus de raison de le garder. Son regard devenait méfiant. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ici qu'il serait le mieux pour... Elle cherchait le mot. Cela la gênait de prononcer obsèque, et enterrement lui paraissait trop vulgaire. Mon avoué a dû s'en occuper cet après-midi. Je ne pense pas que les choses aillent si vite que ça. Mon témoignage ne suffit pas et il faudra en trouver d'autres. Ah! Le médecin qui l'a soigné quand il est tombé de l'arbre est malheureusement mort. Sans doute plusieurs de ses anciens camarades vivent-ils encore. Vous croyez qu'il a réellement épousé cette femme? C'est possible. C'est même probable. Mais il l'a quittée, n'est-ce pas? Donc... L'inspecteur, debout dans l'encadrement de la porte, toussait plus ou moins discrètement, et Madame Jeanne en profitait, bien que le corps ne fût plus là, pour fermer les fenêtres, les volets. Elle se précipitait vers le lit, était tout émue de voir Madame Lair l'aider à le refaire. Si je n'avais pas été si bavarde, j'aurais pensé à prendre les poussières. Vous remettez les scellés, inspecteur? Ce sont mes instructions. Quand je pense que c'est moi qui ai dû donner le cordon 2 fois sans le savoir. Sur le palier, elle s'adressa au jeune Sardo. Tu sais qui est cette dame? C'est la sœur de ton grand ami M. Bouvet. Dis-lui bonjour. Et le gamin de prononcer en tendant la main. Bonjour, Madame Bouvet. La pluie commença à tomber à 5h30 par gouttes larges et lourdes, qui rebondissaient sur le pavé avant de s'écraser en taches noires. En même temps, le tonnerre grondait du côté de Charenton, et un souffle de vent soulevait la poussière, enlevait les chapeaux des passants qui se mettaient à courir, et qui, après quelques instants de désarroi, étaient tous à l'abri sous les portes cochères ou sous le vélum des terrasses. Les marchandes des 4 saisons, faubourg Saint-Antoine, fuyaient, le tablier ou un sac sur la tête, poussant leurs charrettes en essayant de courir. Et déjà les ruisseaux commençaient à couler des 2 côtés de la rue. Les gouttières chantaient. On voyait à tous les étages des gens fermer précipitamment leurs fenêtres.
Monsieur Beaupère avait trouvé abri dans une sorte d'allée obscure, entre un marchand de légumes et un boucher, et lisait machinalement les noms sur les plaques vissées au mur. Il y avait un dentiste au premier, un dentiste miteux sans doute, une masseuse au second, et, quelque part dans la maison, quelqu'un qui s'occupait de fleurs artificielles. Il avait interrogé une bonne quarantaine de vieilles femmes, mais les unes étaient petites et maigres, les autres ne quittaient plus leur chambre. D'autres enfin le regardaient avec stupeur quand il leur parlait du quai de la Tournelle. Qu'est-ce que je serais allé faire, quai de la Tournelle? Il y en avait même une qui lui avait répondu avec volubilité dans une langue qu'il ne connaissait pas et qu'il supposait être du polonais. À mesure, il biffait les adresses dans son calepin, et, puisque la pluie l'empêchait de circuler, il s'enfonçait maintenant dans le couloir au bout duquel il y avait une cour, trouva une nouvelle plaque d'émail portant le mot « concierge ». À cause de l'orage, il faisait presque noir, et on avait allumé une mauvaise ampoule électrique qui donnait un faux jour. Il entra, vit une femme couchée sur un lit, une autre qui n'était qu'une masse noire, dans un coin, avec, devant elle, un seau dans lequel elle laissait tomber les pommes de terre qu'elle épluchait. Police judiciaire. Une odeur écœurante régnait, de sueur et d'un médicament qui lui rappelait son opération de l'appendicite. « Voyez ce qu'il veut, mademoiselle Blanche », fit une voix faible au fond du lit, et une voix étrangement enfantine questionna « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il n'avait pas encore pensé à la regarder. Il lui fallait s'habituer à cet éclairage. « Je veux seulement vous demander si vous n'avez pas dans la maison une locataire d'un certain âge qui s'habille de noir et qui a de mauvais pieds. » Au moment où il disait cela, il fixait soudain les pieds de la vieille femme, qu'elle avait sortis de ses pantoufles, qui semblaient énormes, informes dans les bas de laine noire. « Vous habitez l'immeuble » ajouta-t-il. Et, comme la vieille ne répondait pas, ce fut la femme du lit qui prononça avec lassitude « Elle habite ici, oui, depuis plus de 30 ans. Elle me donne de temps en temps un coup de main. Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Des roulements de tonnerre couvraient parfois les voix. La lumière sautait. L'électricité menaçait de s'éteindre. La vieille dame le regardait, apeurée, son couteau d'une main, une pomme de terre à moitié épluchée dans l'autre. Sa face était large et blême comme une pleine lune, avec des yeux pâles, des lèvres sans couleur, comme si tout le visage avait été modelé d'une même matière. « Connaissez-vous, monsieur Bouvet ?» lui demanda-t-il tout à coup. Il eut le sentiment qu'il en avait fini de marcher dans les rues de quartier. Elle avait levé la tête. Elle le regardait, étonnée. Elle dit « Il est mort. » « Vous le connaissiez ?» Elle dit encore « Je lui ai porté des fleurs. »« Je sais. J'ai vu son portrait dans le journal et je l'ai tout de suite reconnu. » Il n'avait jamais entendu une voix comme celle-là, pâle comme son visage, unie, impersonnelle. Elle se tournait vers le lit pour demander conseil, effrayée de répondre à un homme. « Il y a longtemps que vous l'avez vu pour la dernière fois ?»« Longtemps, oui. »« 20 ans ?»« Plus. »« 30 ans ?»« Plus. » C'était à Paris. Je l'ai vu à Paris. Vous l'avez revu ailleurs? Je suis parti pour Bruxelles avec lui, et nous y avons vécu 1 an. Peut-être moins. Je ne sais plus. Il s'appelait déjà Bouvet? Non, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Je l'ai lu pour la première fois dans le journal. C'est bien lui quand même. Comment s'appelait-il quand vous l'avez connu? Inquiète, elle regardait à nouveau le lit. Je crois que vous feriez mieux de lui répondre, mademoiselle Blanche. Il a changé de nom. Quand? Avant que nous quittions Paris. Sous quel nom l'avez-vous connu d'abord? Gaston. Gaston Lamblot. Et ensuite? Il s'est appelé Pierron. Pourquoi? Je ne sais pas. Et vous? À Bruxelles, on m'appelait Madame Pierron. Vous étiez mariée? Elle hésita. Elle n'avait toujours pas lâché la pomme de terre ni le couteau, et M. Beaupère avait peur qu'elle se coupe. Non, mais les gens le croyaient.
Quels gens? Les gens du café. Elle n'y mettait aucune mauvaise volonté. Elle répondait sincèrement. Mais les idées étaient lentes à venir, et c'étaient des idées toutes simples, qu'elle ne pouvait pas exprimer autrement. Vous travailliez dans un café. Je servais, et il était à la cave. Vous êtes sûr que vous me dites la vérité, que vous n'avez jamais été marié? Oui, on le faisait croire. Vous n'avez pas eu d'enfant. Elle hocha la tête, étonnée, puis attristée. Qu'est-il arrivé ensuite? Il est parti. Pourquoi? Je ne sais pas. Où est-il allé? Il est parti. Il était inutile de chercher un téléphone dans la loge, et M. Beaupère, préoccupé, se résigna à se mouiller pour gagner le bar le plus proche. « Amenez-la, » lui répondit M. Guillaume. « C'est que je ne sais pas si je peux. »« Elle est malade? »« Non, c'est la concierge qui est malade. Elle la garde. »« Retournez auprès d'elle et attendez. Je vais vous envoyer quelqu'un. » Il ne but rien, se contenta de glisser un cachou dans sa bouche et, relevant le col de son veston, se glissa le long des devantures. Ses souliers étaient percés et ses chaussettes s'imbibaient. « On va m'envoyer quelqu'un, » annonça-t-il. Et la vieille femme, qui épluchait les pommes de terre, questionna simplement « Pourquoi faire ?»